Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, L'État islamique, anatomie du nouveau califat, de messieurs Olivier Hahn et Thomas Flichy de la Neuville. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait de la première note de lecture d'une série de notes que je vais faire dans les semaines qui viennent. De temps en temps, j'intercalerai au milieu d'autres choses des notes sur l'État islamique parce que j'ai décidé d'essayer de comprendre ce que c'était que ce truc-là. Et pour ça, rien de tel que de lire des bouquins. Et on peut commencer par messieurs Hahn et Flichy de la Neuville, parce que tout simplement leur travail porte sur la genèse en fait de l'État islamique. Le livre a été publié début 2015, il était à jour à cette date, c'est-à-dire qu'il se centre beaucoup sur la période 2013-2014. C'est du boulot sérieux. Olivier Hahn est docteur en histoire médiévale, spécialiste de l'islam et professeur en école militaire. Thomas Flichy de la Neuville est agrégé d'histoire, docteur en droit, spécialiste de l'Iran, membre du centre de recherche de Saint-Cyr-Coët-Quinan. Donc ce sont des universitaires inscrits dans l'appareil d'État, avec les bons et les mauvais côtés que ça implique. Les bons côtés, c'est du boulot très solide, très sourcé. Les mauvais côtés, évidemment, il y a un petit aspect politiquement correct. Quand le livre a été publié, Laurent Fabius était encore au Quai d'Orsay, et on pense bien que des professeurs en école militaire ne pouvaient pas non plus trop se lâcher sur certains sujets à ce moment-là. Mais bon, à condition de brancher le décodeur, on comprend très bien ce qu'ils veulent dire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous expliquent ? Eh bien, d'abord, ils répondent à une première question que je me posais depuis qu'on avait entendu parler de cette histoire d'État islamique. Quelle est la nature d'un État qui reste un groupe terroriste après avoir été fondé par un groupe terroriste? Parce que ça peut pas être un État au sens où on l'entend en Occident. Ça peut pas être un État au sens où on l'entend depuis le traité de Westphalie, puisque un État qui nie l'ordre étatique, ça peut pas exister dans nos logiques occidentales contemporaines. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que nous expliquent messieurs Hahn et Flichy de la Neuville, c'est que ça n'existe pas dans nos logiques occidentales contemporaines, mais ça existe dans la logique des gens qui ont proclamé un nouveau califat. Ça existe parce que, effectivement, ces gens-là pensent dans les catégories, en gros, du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire en fonction de normes et de règles qui étaient celles des califes de l'islam au 8e siècle et qui n'ont rien à voir avec nos normes et règles contemporaines. Alors c'est tellement décalé par rapport à notre vision du monde qu'on a du mal à croire que ça existe, d'où beaucoup d'explications artificielles, mais en réalité, d'après en tout cas ces auteurs, si on comprend bien l'histoire du monde arabo-musulman, il y a une logique, il y a une cohérence dans le fait de venir comme ça, en plein milieu du 21e siècle, nous proclamer un État, un califat dont la logique remonte 13 siècles en arrière. Qu'est-ce que c'est ce califat ? En fait, c'est une opération de conquête à partir d'une base territoriale, une guerre sainte qui doit être proclamée rituellement au moins une fois par an, l'interdiction faite au calife de rester en paix avec les infidèles plus de 10 ans. Vous savez, ça a l'air extrêmement barbare, ce que font ces gens-là, la façon dont ils fonctionnent, et on a envie de mettre en accusation, en quelque sorte, la civilisation islamique. Mais souvenons-nous de ce qu'était la manière dont Charlemagne a traité les Saxons païens à peu près à la même époque. Effectivement, au Moyen-Âge, c'était la norme, ça fonctionnait comme ça. Alors ce qui explique ce retour vers l'avenir
en ce sens que comment dire, un passé serait supposé incarner un avenir, c'est ce truc bizarre qui s'est produit dans cette civilisation islamique. D'après les auteurs, c'est que, en fait, le destin de la civilisation arabe sunnite a en quelque sorte été brisé par un accident historique. Jusqu'au début du XIIIe siècle, cette civilisation a été assez brillante. Elle s'est développée, elle a porté des réalisations qui n'étaient pas du tout négligeables, et elle a triomphé en fait de l'attaque occidentale au moment des croisades. Les Arabes ont gagné dans le combat contre les croisés. Mais le malheur des califes de Bagdad a été que leur territoire était propice aux grands raids de cavalerie, à la différence de l'Europe occidentale. Et donc le vent mongol les a renversés, alors qu'il n'a pas renversé l'Europe occidentale. En 1258, les Mongols ont pris Bagdad, ils ont détruit la dynastie abbasside, et depuis cette date, le monde arabe sunnite, en quelque sorte, vit dans le souvenir de sa grandeur passée, et avec la nostalgie de ce qu'il aurait pu devenir sans cet accident historique qui l'a balayé. Et ce qu'ont fait les gens qui ont proclamé un nouveau califat, c'est qu'ils sont allés pincer cette corde-là dans l'âme des peuples arabes sunnites. En proclamant le califat, ils ont voulu donner le signal d'une renaissance de l'islam. Et ce que nous expliquent les auteurs de l'anatomie du nouveau califat, c'est qu'ils font ça très sérieusement. Très sérieusement, c'est-à-dire que les atrocités qu'on impute à Daesh, à l'État islamique, sont parfois fausses. Il y a des choses qui sont fausses. Par exemple, le djihad du sexe, l'idée qu'il y aurait des musulmanes utilisées comme prostituées par les soldats de Daesh, ça c'est une légende forgée par les services tunisiens. C'est pas du tout conforme à la tradition historique en quelque sorte du califat. On s'en doute un peu. Aucun groupe n'utilise ses propres femmes comme prostituées, ou alors il faut que ce soit des groupes dominés, mais sûrement pas des groupes dominants comme se veulent les Arabes sunnites du califat. En revanche, beaucoup de ces atrocités sont absolument vraies, et elles sont, c'est ce que nous expliquent les auteurs du bouquin, elles sont parfaitement logiques si on rentre dans la logique des gens qui font ça. C'est licite dans l'islam dit takfiriste, c'est le nom technique de cet islam-là, cet islam qui veut revenir en fait au 8e siècle. C'est licite de violer systématiquement les captives non musulmanes, de crucifier les captifs, etc. Tout ça, c'est la norme, c'est tout simplement les normes du 9e siècle, 8e, 9e siècle, remises au goût du jour. Alors, avec cette originalité étrange, que, évidemment, Daesh combine ce retour au 8e, 9e siècle avec des techniques d'embrigadement sectaire qui sont tout à fait contemporaines, par exemple dans l'usage d'Internet. C'est comment dire, de Daesh, c'est une entité politique du 8e, 9e siècle qui s'est connectée à Internet. Bon. Donc, bien entendu, après, on parlera des origines de l'affaire, du fait que tout ça est instrumentalisé par diverses centrales de renseignement, ça va de soi. Mais il faut bien comprendre que ça n'est pas que cela. Ça n'est pas que une manipulation par des centrales de renseignement. Il a bien fallu qu'elles trouvent un terreau sur lequel manipuler, si vous voulez. Et ce terreau permet à l'État islamique de planter des racines profondes. Ce qui s'est passé ces dernières années dans cette région du monde est important. C'est quelque chose qui va avoir un écho à travers le monde musulman dans son ensemble. En tout cas, le monde musulman sunnite. Alors, comment ça a été possible ? Parce que ce qui est quand même assez curieux dans cette histoire, c'est que quand on regarde les effectifs
des troupes de Daesh. On veut dire, c'est pas l'armée rouge en 1943. Hein. Quelques milliers, ou plus quelques dizaines de milliers de types. Bon, on va dire quelques milliers de vrais combattants aguerris, et puis quelques dizaines de milliers de suiveurs qui combattent avec plus ou moins d'efficacité. Comment une force qui est a priori quand même assez marginale, qui n'a pas d'aviation, bon, qui a quelques blindés, mais qui ne peut pas de toute façon déployer des moyens technologiquement très sophistiqués, comment cette force-là a-t-elle pu prendre le contrôle d'un territoire important au milieu d'une zone qui en plus est surmilitarisée? Alors là encore, les auteurs nous donnent une explication qui me paraît assez crédible. En gros, ce qu'ils nous expliquent, c'est que bon, pour comprendre l'origine de Daesh, il faut réaliser que en fait, ce ne sont pas ces quelques milliers de combattants qui ont réellement fabriqué l'État islamique, au sens d'entité dotée d'un territoire. Il s'est passé autre chose. En fait, à la limite, c'est presque un habillage d'un autre phénomène. En Irak, il y a à peu près 17% de sunnites, 49% de sunnites, de chiites, pardon, et le reste, ce sont des Kurdes et divers groupes confessionnels, ethno-confessionnels. Lorsque les Américains ont envahi l'Irak en 2003-2004, ils n'ont pas réussi en fait à prendre le contrôle de la zone sunnite définie par le triangle Ramadi, Fallujah, Tikrit. On nous a dit à l'époque que l'Irak avait été conquis, que les forces irakiennes étaient détruites, que l'armée américaine avait triomphé, mais tout simplement c'était pas exact. Les Américains ont réussi à prendre le contrôle à peu près du nord kurde et du sud chiite, mais au centre, dans le triangle sunnite, ils n'ont jamais réussi vraiment à prendre le contrôle du terrain. Et donc dans cette zone, dans ce triangle sunnite, de très nombreux groupes de combat se sont formés à partir en général d'anciens du Baas, du parti Baas, qui était un parti laïque, le parti de Saddam Hussein, qui se sont progressivement confessionnalisés, en partie parce que ça leur permettait de définir un ciment, en partie aussi pour pouvoir bénéficier du financement et de l'appui des monarchies du Golfe sunnites en lutte contre un axe chiite potentiel, Téhéran, Bagdad, Damas. Parmi ces groupes, un d'entre eux était un petit peu différent des autres. Ce groupe s'appelait Unicité et Djihad. Il a d'abord été affilié au réseau Al-Qaïda, mais cette affiliation a toujours été assez tactique, parce que la grande spécificité de ce groupe, c'est qu'il n'était pas dirigé par des enfants de l'élite des pays arabes. Dans Al-Qaïda, en général, si vous voulez, les soldats viennent des classes populaires des pays arabes, mais les généraux, eux, appartiennent aux classes supérieures de ces pays. Pas dans le groupe Unicité et Djihad, qui, lui, était dirigé par des gens venus des classes populaires. Et donc on avait là un groupe qui était dans une posture de ralliement tactique à Al-Qaïda, mais qui n'était pas bien verrouillé par le réseau Al-Qaïda. En 2013, ce groupe avait pris une certaine ampleur grâce à des succès militaires non négligeables dans des campagnes d'attentats et d'enlèvements. Et à ce moment-là, le premier ministre irakien, chiite, Nouri al-Maliki, a, semble-t-il, commis une sorte d'erreur. Il a mal calculé certains rapports de force. Il a cru qu'il pourrait se passer
de l'appui des tribus sunnites pour stabiliser malgré tout à peu près la situation de l'Irak. Qu'est-ce qui l'a poussé exactement à s'éloigner de ces forces avec lesquelles il avait jusque-là accepté de discuter et de chercher des compromis? On ne sait pas exactement. Toujours est-il que, en 2013, il a dissous des milices qui s'appelaient les comités Al-Sawa. Je ne sais pas ce que ça veut dire en arabe, malheureusement je ne parle pas arabe. Et ce faisant, Nouri al-Maliki a braqué contre lui la plus puissante des tribus sunnites de cette région. Alors quand on parle de tribus, là-bas, c'est des centaines de milliers, voire des millions d'individus. Et c'est une réalité très structurante pour la société irakienne. On parle d'institutions qui remontent parfois au temps mésopotamien, même antérieur à l'islam. Bon. Et donc Nouri al-Maliki a braqué contre lui la plus puissante de ces tribus, les Jumaïla. Quand cette tribu est entrée en rébellion, elle a, semble-t-il, en quelque sorte conclu un pacte d'adossement avec le groupe Unicité et Djihad. Vous avez des soldats, ils sont bien formés, vous avez une idéologie, vous voulez former un État islamique sunnite dans cette région. Nous, avec nous, la tribu des Jumaïla et nos alliés, d'autres tribus qui sont dans leur sillage, nous pouvons vous donner en quelque sorte la base démographique et territoriale pour le faire. Et donc, en fait, cet État islamique, c'est deux choses à la fois. En apparence, c'est quelque chose de purement confessionnel, c'est la proclamation du nouveau califat, ce que voulait le groupe Unicité et Djihad. Mais en même temps, c'est aussi une rébellion tribale. Et le refus par un groupe tribal local de reconnaître un gouvernement central. Alors ensuite, ça a pu prendre de l'ampleur parce que tous les États voisins, si vous voulez, ont fait joujou avec ça. Ça vient du fait que dans la région, comme le montrent très bien les auteurs de l'anatomie du nouveau califat, aucun acteur engagé dans un conflit n'est engagé que dans ce conflit-là, et toutes les lignes de fracture en croisent au moins une autre. Ce qui fait que, à la limite, si vous voulez, tous ceux qui sont alliés avec quelqu'un sur un plan sont aussi les adversaires de ce quelqu'un sur un autre plan. Et donc, lorsque vous avez un acteur qui surgit au milieu et qui, se trouvant au milieu de ce maelstrom, peut attaquer tous les autres, eh bien, ces autres ne vont cependant pas se coaliser contre lui, parce qu'ils vont tous avoir, au moins sur un plan, intérêt à pactiser avec lui contre une troisième force. Par exemple, les Saoudiens ont joué au départ la carte du djihadisme pour faire exploser le front Syrie-Irak-Iran, et il semble bien, les auteurs le disent, qu'ils ont été aidés par Israël, la Turquie et presque tous les États du Golfe. C'est quand même intéressant, je trouve, de noter que même des auteurs inscrits dans dans l'appareil d'État français, sans le dire très ouvertement et sans le souligner, même ces auteurs-là parlent de ce type d'alliance contre nature, mais bien réelle. Alors évidemment, après, les Saoudiens, semble-t-il, s'en sont mordus les doigts, parce que ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que l'État islamique pouvait activer des relais qu'il a à l'intérieur de la société saoudienne,
et qui peuvent devenir révolutionnaires, qui peuvent se retourner contre les élites politiques saoudiennes, puisqu'il y a, si vous voulez, à l'intérieur de la société saoudienne, des tendances religieuses, j'ai envie de dire, qui sont même carrément au-delà de l'extrémisme, et qui trouvent que la société saoudienne ne va pas encore assez loin dans la répression religieuse. Et donc il y a une sorte de surenchère à l'extrémisme religieux et au djihadisme qui risque de s'enclencher dans cette région. Ce qui explique que les Saoudiens se soient un jour mordus les doigts d'avoir joué avec le feu avec l'État islamique et qu'aujourd'hui, semble-t-il, ils s'en sont vraiment éloignés. Mais au départ, ils ont fait joujou avec, pour embêter l'axe Téhéran-Bagdad-Damas. Autre exemple, la Turquie. La Turquie était depuis pas mal de temps en conflit avec Damas autour des questions relatives à l'eau. Ankara ponctionne les réserves hydrauliques de Damas. La Turquie a mal digéré le soutien de Damas au PKK. Elle a, semble-t-il, soutenu la poussée de Daesh vers l'est de la Syrie contre Damas. Elle a aussi, semble-t-il, soutenu en partie Daesh contre les Kurdes, mais alors là, juste assez pour faire pression sur les Kurdes, pour pouvoir passer ensuite un accord avec les Kurdes, parce que le but des Turcs, c'est pas forcément d'empêcher la naissance d'un Kurdistan, c'est de faire en sorte que ce Kurdistan soit assez grand pour ne pas avoir besoin de revendiquer les territoires turcs et pour servir au contraire de déversoir à des flux de population kurde que les Turcs épureraient ethniquement en quelque sorte pour nettoyer leur territoire. Vous voyez la perversité du jeu. Clairement, on est dans ce type de schéma au moment où Daesh prend de l'ampleur. Des acteurs divers qui vont jouer en quelque sorte avec cette entité pour trianguler des conflits, en fait. En plus, ce qui s'est passé aussi, c'est que il faut bien dire que les forces militaires que Daesh a rencontrées dans un premier temps n'étaient pas très efficaces. Bon, l'armée de Bagdad, c'est une armée qui est encadrée par des officiers sunnites, et c'est une armée qui est peuplée de conscrits chiites. Il semble que quand Daesh s'est emparé de Mossoul, ce qui s'est passé, c'est que les officiers sunnites n'avaient pas très envie de faire tirer sur des sunnites en commandant une armée chiite, et les conscrits chiites n'avaient pas forcément très envie de se battre pour une ville, Mossoul, qui n'a rien de chiite. Donc tout simplement, Daesh a pu s'emparer de Mossoul alors qu'ils étaient pratiquement à 1 contre 10. Je veux dire, les djihadistes étaient 10 fois moins nombreux que les défenseurs de Mossoul. En fait, les défenseurs de Mossoul ne se sont pas battus, semble-t-il. Ce qu'on observe maintenant, enfin au moment où les auteurs écrivent le livre, début 2015, c'est que, en revanche, une fois que Daesh a fini de se propager sur des zones où il peut s'appuyer sur des réalités tribales pour compter sur le soutien de la population, en face d'une armée qui n'est pas très motivée, comme l'armée de Bagdad, eh bien, ce qu'on observe très vite, c'est que là, la force militaire réelle de Daesh sur le terrain est très faible. En face du front al-Nosra et de l'armée de la République syrienne, la progression des troupes de Daesh dans l'est de la Syrie a été bloquée net assez rapidement. Dès qu'ils se sont trouvés en fait en face de gens vraiment décidés à se battre,
Et sur un terrain où il n'était plus en quelque sorte soutenu massivement par la population, eh bien, ces quelques milliers de djihadistes qui ont, semble-t-il, des tactiques d'infanterie légère vraiment efficaces, mais qui restent tout de même une force assez peu puissante, eh bien, ces quelques milliers de djihadistes ont été bloqués. Et il en va de même en Irak, quand ils se sont retrouvés aux portes de l'Irak chiite, donc devant une zone où la population ne les soutenait plus, là aussi ils ont été bloqués. Donc il ne faut pas grossir artificiellement, en somme, le danger militaire de Daesh. En revanche, ce qu'expliquent les auteurs, c'est que si le danger militaire direct sur le terrain est faible, le vrai danger de Daesh, c'est sa capacité à proliférer par métastase. Il y a plusieurs informations dans le livre qui sont très, très inquiétantes. L'État islamique est capable, dans une certaine mesure, d'aller contaminer des sociétés un peu partout dans le monde. Information intéressante, en Syrie, au départ, ils ont utilisé une tactique pour s'exporter en quelque sorte au maximum vers l'est de la Syrie. Ils ont poussé devant eux des flux de réfugiés, arabes et kurdes, et ils ont truffé ces colonnes de réfugiés de soldats du califat, sans armes, mais qui pouvaient sans problème passer avec le reste. Alors, vous voyez à ce moment-là, quand on sait ça, quand on sait qu'ils ont fait ça pour déstabiliser la Syrie, l'intelligence qu'il y a chez des gens comme Emmanuel Cos, par exemple, en France, qui nous a expliqué récemment qu'on pouvait laisser rentrer tous les réfugiés, que tout ça, c'était pas un problème, quoi. Voilà. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'en pense de l'anatomie de l'État islamique vue par messieurs Hahn et Flichy de la Neuville? Eh bien, j'en pense que c'est intéressant, que j'ai compris pas mal de choses. Là, je vous ai délivré peut-être, je sais pas, 5% de l'information contenue dans le bouquin. Donc ça reste un travail de gens qui, étant inscrits dans l'appareil d'État, ne peuvent pas tout dire. C'est clair que, par exemple, je me suis un petit peu amusé, on va dire, quand j'ai vu qu'à chaque fois qu'il parle des relations entre les centrales de renseignement occidentales et l'État islamique, et les forces occidentales, d'une manière générale, l'État islamique, nos auteurs imputent le soutien indirect apporté à l'État islamique à des erreurs. Ce sont toujours des erreurs. C'est-à-dire que les Américains, quand ils ont laissé se développer l'État islamique au début, c'est une suite d'erreurs. Alors les auteurs sont quand même quand même le sens du ridicule. Donc ils mentionnent ce petit détail que l'Irak possède 115 milliards de barils de pétrole de réserve et que quand l'État islamique a surgi, les compagnies US étaient en train de perdre les contrats du gouvernement irakien, chiite, donc potentiellement proche de Téhéran, donc potentiellement sur un axe, on va dire, islamo-confucéen, pour parler comme Huntington. Et que, d'ailleurs, à ce moment-là, il y avait quand même 10 000 Chinois qui travaillaient sur les gisements irakiens, 10 000 Chinois dont le travail a été bien perturbé par l'État islamique. Mais bon, les Américains ont laissé se développer l'État islamique parce qu'ils n'ont pas tout de suite pris conscience de la gravité de la chose. Semblablement... si l'État islamique peut sévir sur Internet, qui est quand même une architecture essentiellement contrôlée par les Américains, c'est parce que ça permettrait de faire du renseignement et que les Américains finalement préfèrent laisser l'État islamique s'avancer sur Internet, enfin auraient préféré à un certain moment, pour pouvoir faire du renseignement sur lui. Oui, peut-être, oui.
Semblablement, si on estime qu'à peu près 80% des équipements livrés par la France à l'armée syrienne libre ont fini au front al-Nosra, sachant qu'il y a en fait en Syrie des milliers de katibas, c'est-à-dire de compagnies indépendantes, qui sont liées à des états-majors par des liens plus vassaliques qu'organisationnels, et que donc une grande partie de ces armes peuvent ensuite glisser du front al-Nosra à l'État islamique, c'est par erreur. C'est parce qu'on n'avait pas bien réalisé cette porosité entre différentes organisations en apparence opposées sur le terrain. Tout ça, c'est des erreurs. Par contre, les auteurs disent que si la République arabe syrienne a libéré des détenus islamistes en 2011-2012, au moment du début de la guerre en Syrie, ça, c'est pas par erreur. C'était pour pourrir la rébellion de façon à plus facilement rallier les soutiens internationaux du régime. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, quand les Occidentaux arment le front al-Nosra et indirectement l'État islamique, qu'ils le laissent se développer, c'est des erreurs. Par contre, quand la République arabe syrienne envoie des fous furieux djihadistes dans la rébellion, ça, c'est pas une erreur, c'est forcément parce qu'ils l'ont fait exprès, parce que c'est les méchants. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu la limite du travail de messieurs Hahn et Flichy de la Neuville. Ils ont quand même le courage de dire que, finalement, dans cette histoire, les seuls qui ont une position claire, c'est les Russes. Soutien à El-Assad et combat sans concession contre ses adversaires. Ils ont quand même le courage de le dire. C'est pas mal, je trouve, pour des gens qui sont inscrits dans l'État, dans l'appareil d'État français au début 2015. Je dirais qu'ils ont sauvé l'honneur et que leur travail est vraiment très utile, qu'à condition de se souvenir qu'ils avaient des lignes rouges, un boulot professionnel comme ça de gens qui connaissent leur sujet, c'est à mon avis incontournable pour bien comprendre de quoi on parle. Donc, on peut tout à fait lire l'État islamique, anatomie du nouveau califat. C'est tout à fait lisible. Voilà. La prochaine vidéo, puisque maintenant je vais prendre l'habitude d'annoncer mes vidéos, la prochaine vidéo portera sur un livre qui n'a absolument rien à voir avec l'État islamique, parce qu'on ne va pas rester tout le temps là-dessus, hein, on reviendra sur l'État islamique plus tard, mais on va un peu varier. Ce sera Le crépuscule de la France d'en haut, de M. Christophe Guilluy, un ouvrage sur la sociologie française contemporaine. Un ouvrage de sociologie sérieuse, je précise. Voilà. À plus.